Alphonse Kassanji, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes député national élu de Bakwanga. Élu de Bakwanga. Vous êtes fait enrôler il y a quelques jours. Tout à fait. Toujours à Bakwanga. Toujours à Bakwanga, à l'Institut du 4 janvier. Est-ce que ça a été facile pour vous là? Je vous ai vu sur une moto. Est-ce que ça a été facile? Quelqu'un qui a dirigé cette province, appelé Tchobécha, qui a réussi à encore galvaniser la population après cette traversée, alors que le maître nageur était encore à l'œuvre. C'est pas facile. Le jeu politique, on dirait le sport. Hein. Bien, il faut être sportif. Hein. Quand vous êtes dirigeant, vous êtes locataire. Donc il faut s'attendre à ce que vous puissiez faire autre chose après. Et pour moi, je tiens d'abord à remercier toute notre population qui était venue nombreuse pour nous réserver un accueil chaleureux et nous accompagner à notre enrôlement. En tout cas, je tiens sincèrement à leur remercier. Alors, ce que j'aime chez ce peuple, c'est que c'est un peuple qui est dynamique. Alors, votre traversée n'a pas créé de problèmes à Bakwanga? Pas du tout, pas du tout. C'est plutôt la joie. Donc, comme je l'avais dit, c'était ma base qui m'avait demandé de traverser. Donc, j'ai exécuté la volonté de la base. Elle était contente. Et voilà, la politique est très dynamique. On le voit avec aussi la dernière traversée de quelques personnalités. On comprend que la politique est dynamique. Donc, mais on commence quand même par ce sujet d'actualité. Vous êtes un ancien gouverneur, un homme d'affaires. Vous le demeurez, à moins que vous nous disiez que vous avez quitté les affaires. Pas du tout. J'évolue avec les deux. Comme vous le savez, un parlementaire peut faire les affaires. Il n'y a pas de problème. Donc, vous continuez à acheter du diamant? Je continue. C'est mon métier pour toujours. Hein? Et quel est le problème au Kasaï oriental avec le poumon? C'est la logistique ou l'outil de production, ou c'est le diamant qui s'est rebellé dans les sous-sols? Les diamants continuent à être là. Moi, je peux vous dire qu'on ne l'a jamais exploité assez. Hein? Donc, il est là. Il y a les roches-mères qui n'ont jamais été touchées. Ça, c'est au polygone. Mais la livionnaire, c'est la production artisanale. Ça y est. Donc, il y a la livionnaire qui est là. Les flats de nos rivières sont tout à fait vierges. Les nids des rivières également. Et les détritiques dans les collines, ça y est. Mais il y a un problème d'engin à l'Amiba. Donc l'outil de production. C'est tout ce qu'il y a comme problème. Et le prix sur le marché international, est-ce que le diamant se porte bien? Bien, même s'il y a fluctuation, mais le prix moyen permet à ce que si l'outil du travail, si une entreprise produit, elle rentre dans ce qu'elle a dépensé et fait aussi des profits. Vous êtes l'élu national, mais l'élu d'abord du Kasaï oriental, vous avez un mandat national, mais dites-nous concrètement, Sassim est là, l'Amiba est en difficulté, il faut la relever. Est-ce que le Kasaï retrouvera sa Grèce que vous connaissez quand il y avait encore le comptoir Océan Pacifique? Est-ce que le Kasaï retrouvera son lait, mon Boamabela? Bien certainement. Je dois vous informer que je viens de Lubumbashi, où j'ai rencontré le DG qui vient d'être démis maintenant, M. Ntambwe, qui m'a révélé que la GECAMINE avait l'intention d'investir dans l'Amiba pour exploiter plutôt le cuivre qui se trouve chez nous. Nous avons aussi du cuivre. On dit le cuivre de meilleure qualité, avec une teneur qui redonne sourire. Vous confirmez ça? Je confirme. Vous êtes d'abord quelqu'un des mines, comment on appelle, un opérateur minier, on peut le dire. Vous êtes diamantifère,
mais vous achetez aussi de l'or et d'autres matières précieuses. Dites-nous concrètement s'il y a du cuivre au Kasaï. Il y a du cuivre chez nous. Je vous dis, ce cuivre, le filon de ce cuivre vient du nord Katanga, qui traverse les territoires d'Ngandajika, jusque chez nous à Katende, et qui se prolonge, qui chute à Kabekamonga, jusqu'à Tchatchacha, chez nous là-bas. Oui. Et la particularité de notre cuivre, c'est qu'il contient, lui, le nickel. Tandis que le cuivre du sud Katanga contient du cobalt. Donc, or, le nickel, c'est ça, le minerai qui est utilisé maintenant pour... La transformation énergétique. Oui, la batterie électrique. En combinaison avec le lithium. Le lithium. Oui. Donc, vous voyez l'avantage. C'est pour cela que la Gécamine attendre de l'argent pour investir dans l'AMIBA, les 300 et quelques millions, pour s'occuper de l'aspect exploitation du cuivre et laisser le diamant à l'AMIBA. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'on n'a jamais exploité chez nous les mines. C'est maintenant qu'il le faut. Et les diamants, on ne l'a jamais exploité. Vous avez parlé de la SACIM et de la MIBA. Oui. Oui, je vais vous dire que, par exemple, pour la SACIM, on est en train de la tuer volontairement. Au moment où SACIM, je vous parle. Oui. La plus grande mine du diamant, d'exploitation du diamant à ciel ouvert, on veut la tuer, pourquoi? On veut la tuer. Qu'est-ce qui se passe? On a imposé un monopole d'achat à la SACIM, et pourtant, ces tenders doivent connaître la participation de tout le monde. Qui achète le diamant de SACIM? Il y a 5 sociétés qui sont limitées, qui sont autorisées par Madame la ministre d'accéder au tender de la MIBA. Et pourtant, le tender doit être ouvert. Tout le monde peut soumissionner et tout le monde peut faire son offre. Comme vous l'avez fait avec votre grosse pierre. Voilà. En 2000, votre grosse pierre, on a participé ici à Kinshasa à cet achat, alors que Idi Congo avait le monopole, non? Voilà. Idi Congo. Mais qui avait acheté votre pierre? C'était un acheteur israélien, une firme israélienne qui avait acheté. Donc, chacun fait ses offres. Et chacun est venu proposer un prix. Un prix. Mais, regardez ce qui se passe. L'Assassin produit son diamant au coût de 14 $. 14 $ le carat. Le carat. Mais elle peut vendre facilement à 20, 22, 25 $. Mais avec cette imposition du monopole, elle vend à 13 $, donc à perte. Avec une conséquence négative que elle n'est pas à mesure de s'auto-financer, c'est-à-dire l'outil du travail n'y est plus, les sociales des travailleurs, l'entretien, etc. La responsabilité sociétale à Miabi Chibwe sur place et dans les territoires environnants. Vous avez dirigé la province pendant combien? 8 ans? 12 ans. 12 ans. Oui. C'est le gouverneur le plus... qui a une longévité. Qui a eu une longévité dans le Kasaï, parce que même à l'époque de Mobutu, c'était 1 année, 2 ans. Duka Kubetero, Mananga Ditu Kampolo, et tant d'autres. Canton Milandou, je crois plus de. Kondeville et Kikanda, la liste est longue. Tout à fait. Voilà. Dites-nous la vérité. Ce poumon économique de l'espace Kasaï, s'il n'est pas relevé, s'il n'est pas ressuscité, est-ce qu'il y aura encore la vie? La vie au centre du pays. La vie n'y est pas du tout. L'économie est par terre, alors que nous avons d'immenses gisements de diamants, comme je l'ai dit, du cuivre, du nickel, etc. Mais il faut l'investissement. Donc moi, je plaide d'abord pour qu'on puisse préserver l'investissement existant de la SACIM, oui, qu'on impose, qu'on enlève ce qui n'est pas du code minier. Donc le code minier ne permet pas le monopole au niveau de la vente. Que les conditions qu'on soumet à la SACIM soient ôtées et qu'on permette à la SACIM de vendre librement sa marchandise pour préserver les emplois existants, pour au moins un peu d'économie qu'il y a. La SACIM, quand elle vend
a un chiffre d'affaires élevé, il y a la province qui reçoit la redevance minière. Il y a aussi les entités territoriales centralisées qui reçoivent la redevance minière. Et moi, je peux vous dire que si j'ai construit le stade, c'est en grande partie avec les recettes qui venaient de la SACIM. Donc la taxe au développement, il y avait 100 000 que j'ai capté là-bas. Il y a aussi la redevance minière. Si elle vend très bien, je peux avoir 300 000. Donc c'est le stade de la province, non pas le stade de Sangabalende, votre ancienne équipe. Le stade de la province du Kasaï, de l'État congolais. Donc, moi, je plaide pour que tous ceux qui font des manœuvres et qui profitent de ce monopole, parce que la différence, je sais que ça entre dans les poches des gens, qui profitent de ça, puissent ôter leurs mains, et ils tuent la province. Et ensuite, cette session, je crois que c'est une session de grands enjeux. Pour moi, la dernière promesse que je peux encore accepter de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, par rapport à la relance de l'AMIBA, si cette fois-ci, on ne voit pas des signaux, nous en sommes déjà au mois de mars, si on ne voit pas des signaux clairs de la relance, du soutien de l'État. L'enveloppe globale était estimée à plus de 400 millions. 400 millions, oui. On a suivi ça dans les résolutions d'un conseil des ministres. On parle des cobaltes, c'est les bruits des réseaux sociaux? Non, ça c'est les réseaux sociaux. Voilà. Chez nous, il n'y en a pas. Chez nous, il y a plutôt le nickel. Êtes-vous toujours à la FECODI? Je suis toujours à la FECODI. Dernièrement, l'Institut, plutôt le Service national géologique avec partenaires, on disait qu'il avait dépêché des équipes avec à bord des avions petits porteurs pour les études d'exploration. Vous êtes informé à la FECODI? Je suis bien sûr informé. D'ailleurs, comme on parle de la FECODI, on n'a pas encore fait les élections. Hein. Donc, il n'y a pas... L'Assemblée générale ne s'est jamais tenue. Donc, on continue à assumer les fonctions de président de la FECODI jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à l'organisation de l'Assemblée générale élective. Je suis au courant qu'il y a les petits porteurs qui doivent faire les explorations dans l'espace Kasaï, oui. Pour découvrir les minéraux non encore découverts et procéder, n'est-ce pas, à les quantifier pour commencer l'exploitation. Justement, on boucle cette fosse entrée avec le Sankourou que vous connaissez très bien. Il fut l'un des districts du Kasaï oriental. À votre époque, avant le démembrement, beaucoup de diamants dans le Sankourou, diamants de luxe ou diamants industriels. Qu'en est-il au juste? Pourquoi on laisse le peuple mourir de faim et les minéraux vieillir dans le sous-sol? Dans tout ça, ce qui est important, il faut les investissements. Et les investissements ne peuvent venir que si l'espace est désenclavé. Vous ne pouvez pas ouvrir une mine et la cantonner là où il n'y a pas de route. Vous ne savez pas évacuer ce que vous produisez et vous ne savez pas recevoir les intrants. Donc voilà la problématique du Sankourou. Bien qu'elle soit une province minière, mais elle se trouve être dans l'enclavement profond. Donc il faut... Mais entre-temps, il y a des gens qui exploitent là-bas, il y a des gens, l'exploitation artisanale, semi-industrielle, et ils se retrouvent. Vous êtes au courant quand même? Bien, vous savez, la population se débrouille pour manger. Il n'y a pas d'emploi. Et ceux qu'ils sont en train d'exploiter, ils grattent. Ce n'est pas une exploitation profonde où on peut dire, bon, il y a de la richesse là-bas. Non, la misère continue à se faire sentir au sein de la population. Donc, il faut les investissements lourds qui permettent d'exploiter les minéraux au profit du développement. Mais il y a des conditions. Il faut les routes, il faut aussi l'électricité. Tant que ces facteurs-là ne sont pas réunis, aucun investisseur n'ira. Et quand il n'y a pas d'investissement, comment l'économie sera soutenue? Ce sera la pauvreté profonde. Donc l'économie est soutenue quand il y a les investissements
En termes, je prends l'exemple du Lualaba, par exemple. Les gens comparent les gouverneurs du Lualaba à d'autres gouverneurs. Moi, à mon époque, j'avais vu le gouverneur Moïse Katoum. Les recettes, c'était estimé à presque 850 millions, le budget du Grand Katanga. 850 millions. Alors que nous, on avait un budget de 12 à 15 millions. Même à cette époque-là, Oui. des 850 millions, c'est ça? Oui. 850 millions, mais il y avait toujours des gens dans les ONG de vente de poissons, ONG de Bitoyo, les gens qui ramassaient les têtes d'Indakala et un peu de poussière pour aller justement préparer les pondous et manger. C'est pas pour dire que cette gestion à l'époque katumbienne, c'était le ciel, c'était le paradis. Il ne faut pas le dire, vous étiez son collègue. Je ne dis pas que la gestion de cet argent était rationnelle, parce que j'en sais quelque chose. Il y a eu le premier rapport de la Cour des comptes, dont je connais les conclusions. Et donc, je vais seulement vous dire que actuellement, vous avez les lois là-bas, les investissements influencent l'économie. Il y a une société, KCC par exemple, dans les lois là-bas, qui a un chiffre d'affaires de 4 milliards annuels, de 4 milliards. Alors que chez nous là-bas, l'AMIBA en son temps fort, le plus fort, ne faisait que 65 millions de dollars. Vous voyez qu'il faut plusieurs MIBA pour atteindre l'économie comme du Lualaba par exemple. Donc c'est pour cela que moi je plaide pour que les conditions qui favorisent les investissements soient réunies et que l'espace Kasaï puisse être désenclavé et qu'il y ait de l'électricité pour stimuler effectivement cet investissement dont je parle. Voilà. Vous êtes élu national. Il ne faut pas que j'oublie quand même cette question avant d'aborder le volet, l'aspect électoral, également l'aspect sécuritaire. Alphonse Moïka Sanji, j'ai lu quelque part qu'un fonctionnaire du FMI a déclaré que 16 milliards comme projection budgétaire de la République démocratique du Congo en 2023 était jolie, donc était tout simplement une aventure. J'ai essayé d'utiliser l'euphémisme. Lui, il est trop fort. Est-ce que c'est un mépris ou c'est une réalité? C'est vous l'autorité budgétaire. Bien, il y a les projections, mais prenons en compte certains paramètres qui doivent nous permettre d'être réalistes dans nos projections. Aujourd'hui, nous avons l'inflation. L'inflation voudrait dire que peut-être certaines dépenses ne sont pas faites sur base caisse. C'est-à-dire qu'on n'a pas produit assez ce qu'on dépense. Donc, c'est ce qui favorise peut-être pour la guerre et autre chose. Donc, je ne peux pas dire que le FMI a totalement tort. Peut-être qu'on a fait des projections assez démesurées, qu'il faut tempérer et y aller mollo. Parce que, d'abord, quitter de 5 milliards à 12 milliards qu'on a réalisé l'année dernière, et quitter de 12 à 16 milliards, il faut être fatigué pour y parvenir. Donc nous tenons à féliciter le président de la République, mais aussi certains paramètres qui font que nous soyons aussi plus ou moins réalistes. Je ne crois pas que les 16 milliards-là soient possibles aujourd'hui au regard des réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ah, d'accord. Alors, je crois que on y reviendra. Vous avez compris que le secteur minier est très important avec beaucoup de réalités. On y reviendra avec force détail. Parlons quand même de l'aspect sécuritaire des élections. Vous êtes sûr que cette année, nous aurons des élections, même si vous êtes en relais? Bien, du côté de la CENI, il y a les assurances. Les opérations d'enrôlement se déroulent très bien, même s'il y a quelques éléments qu'il faille corriger. Par exemple, au niveau des agents dont j'estime ne pas avoir une formation requise, pas pour tout le monde, hein, mais quelques-uns
Parce que quand je suis entré pour me faire enrôler, j'ai traîné, on m'a pris les empreintes plus de 2 fois. Il a fallu que les superviseurs viennent pour orienter les choses, afin que ça... Alors ça tarde l'enrôlement, et on peut même solliciter un autre report de ce processus. Et donc, la CENI nous rassure qu'elle est prête, le gouvernement également, mais écoutez, il peut y avoir une contrainte liée à l'intégrité de notre territoire national. Si, entre les élections et recouvrir l'intégrité territoriale, quel est le choix entre les deux? Et quelle est la priorité selon vous? La priorité, pour moi, c'est l'intégrité territoriale. Les élections, on les fera, on les organisera. Est-ce que dans ce pays, c'est pour la toute première fois qu'on a reporté les élections? Non. Mais l'opposition, par exemple, le FCC, la Mouka et le camp Katumbi, est-ce qu'ils vont accepter que la priorité sécuritaire puisse être l'une des contraintes majeures qui justifie un glissement? Et ce glissement, est-ce que ça ne va pas exiger une contrepartie pour ceux qui auront accepté, c'est-à-dire la co-gestion? On n'est pas encore arrivé au glissement. J'ai entendu le président de la CENI, du moins le rapporteur de la CENI, dire que pour la CENI, le mot glissement n'est pas dans leur bouche. Et donc, mais s'il y a les causes sécuritaires qui l'obligent, eh ben, tout Congolais est pris du sens patriotique, privilégié d'abord l'intégrité territoriale, la sécurité du pays. D'abord, les personnes et leurs biens passent pour la priorité des priorités. Vous faisiez les affaires, vous continuez à les faire, vous êtes venu en politique, vous voyez les méandres de la politique, et internationale et congolaise. Alphonse Ngoïka Sanji, les commanditaires des massacres et pillages, vous les connaissez, ça ne sera plus de les nommer, font tout pour faire accepter leur poulain qu'on appelle M23, cette milice, cantonnement. Quelle est votre réaction? Les cantonner où? Angolais venir à Goma et dans le Nord Kivu là-bas, bon, on comprend qu'on a des nouveaux touristes. Qu'est-ce que vous dites réellement à propos de cette ruse de la communauté internationale? Bien, si vous suivez l'origine de la guerre et sa continuité, aujourd'hui, c'est parce qu'on a accepté cette communauté internationale, les dictats de la communauté internationale, qui nous a imposé d'accepter les réfugiés. Et derrière les réfugiés, la guerre est arrivée. Et la guerre nous oblige maintenant. Ceux qui ont amené la guerre, ils nous ont présenté les étrangers comme étant les Congolais. Et après, ils les ont chassés. On a chassé les étrangers qui sont allés constituer des groupes armés, qui viennent, on nous oblige de négocier, de les intégrer dans l'armée, dans nos services de sécurité, ainsi de suite. Et c'est le même schéma qui continue. Je crois que c'est inacceptable. Il nous faut prendre conscience. Il faut faire des alliances extrêmes. Extrêmes, c'est-à-dire qui nous permettent... Je vais vous donner l'exemple. Alliance extrême avec qui? À un moment donné, oui. Je vais vous dire, par exemple, à l'Est là-bas, l'armée qu'on craint, des pays de l'Est là-bas, qui a amené, qui a chassé Idi Amin, c'était Nyerere, Julius Nyerere, la Tanzanie. Chassé Idi Amin pour placer aussi un rôle capital. Pour placer, oui, pour placer Museveni. Museveni, oui. Et Kagame était avec Museveni. Et ça continuait, ils ont pris le Rwanda. Et maintenant, c'est leur schéma. Et
Écoutez, Joseph Kabila en avait marre à l'époque. Il a pris la Tanzanie. Hein. Quand on a défait les M23 en 2013, c'était l'armée tanzanienne, hein, avec l'appui des Sud-Africains. Mais cette fois-ci, même la présidente l'a dit, ils ne vont pas envoyer leurs enfants au casse-pipe ici, là. Et ils ne viennent pas en mère ou belle-sœur. Il y a des intérêts. Tout le monde vient chercher. Celle la dame, bon, a des... Bien. Parfois nocturne. De faire une alliance indépendante. Pour un cette fois pays de ces gens. Nous n'allons pas évoquer les réseaux Monga Chouchou. Les réseaux sociaux. Lavrov, le ministre. Où il n'y a pas de écouter les et la pression qu'il y a, c'est les pays voisins. Ce discours-là, l'Angola, s'il dit non, les cantonnements, c'est à quoi? Entre et mon... ça ils sont au Mozambique. Intérêt de France. C'est ça, c'est pour cela que la France et Sassou, a de très bonnes apparemment relations. est en train de vous comprenez pour Oui. la suite. Tout à fait. Et donc, du côté l'armée Il centrafricaine. faut une autre armée, elle doit être redoutable. Redoutable.
Mais l'armée centrafricaine s'appuie maintenant sur le groupe Wagner et c'est la Russie. Donc vous voyez que pour protéger les intérêts de l'État, d'où venaient les guerres à répétition? Hein? Je n'entre pas dans ce qui est arrivé à Idriss Déby et tout ça. Hein? C'est toujours cette présence de la milice là. Et il y a eu des choses. Il y a eu l'action qui a frappé, une action qui a frappé, c'est lui qui déstabilisait. Donc vous comprenez, et nous devons arriver à frapper celui qui nous déstabilise. Et il faut tisser des alliances qui nous poussent à ça. Merci Alphonse Ngoï Kassanji pour cet apport à l'analyse des sujets. On en a ramassé un certain nombre. Ça valait la peine, ça faisait un temps. Tout à fait. Merci. Vous avez une session laborieuse et déterminante. Et on attend beaucoup de vous là, le Parlement, et à la Chambre basse et la Chambre haute. Très, très bonne soirée. Merci, vraiment, Fabien. Dans quelques instants, nous prenons le second invité, Ramazani Moubake, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Il avait souhaité contacter la direction générale et dans le cadre social, nous allons recevoir pour parler de son projet.